accueillir dans ces cadres petits parce que vous allez d'ailleurs les découvrir avec nous. Donc, monsieur le directeur, vous avez... Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Mais voilà, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir autour de cette activité que Maître Carlos a voulu bien animer. Ça fait partie des séminaires que nous organisons. Un vendredi séminaire où nous invitons parfois nos chercheurs à présenter l'état d'avancement de leurs recherches, de leurs réflexions, parfois des professeurs nationaux ou étrangers. Comme nous avons évidemment la connexion, on utilise Zoom, et donc parfois on a des séminaires avec des chercheurs étrangers qui partagent aussi leurs recherches avec nos apprenants. Et donc nous avons voulu que la séance, le séminaire d'aujourd'hui contribue au fonctionnement de la justice congolaise, et c'est très bon qu'effectivement, Maître Carlos, on puisse réfléchir sur ça. S'agit-il d'un voile pudique de la corruption dans la justice congolaise, ou s'agit-il d'une pratique utile au fonctionnement de la justice? Donc je vais laisser Maître Carlos nous en dire davantage sous la modération de Maître Tati, qui connaît très bien les pratiques judiciaires congolaises. Voilà, bon après-midi. Merci. Parfois l'habitude de penser que lorsqu'on parle des criminologues, ce sont des gens qui sont formés pour être des bons criminels. Ce n'est pas le cas. Donc nous allons devoir vous inviter, pour tous ceux qui sont intéressés à se former sur la question de la criminologie. Il y a évidemment plusieurs départements. Nous avons la criminalité économique et environnementale, nous avons la gestion de la paix et des conflits, nous avons la protection de l'enfant et l'intervention criminologique. Donc lorsqu'on parle de la criminologie, comprenez qu'il y a plusieurs spécialités dans lesquelles vous pouvez très bien vous affilier. Et comme nous disons, il s'agit d'une école. Donc ici, on forme les spécialistes dans les différents domaines que nous venons de citer. Alors aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'écouter un praticien de droit, Maître Carlos Ngwapichi, qui a fait ses preuves dans le milieu judiciaire. Il a souvent été identifié comme l'homme qui lutte contre la corruption, et c'est ça son credo. Et aujourd'hui, il va devoir donc nous entretenir sur la question de visa. Il s'agit effectivement d'un article qu'il a publié et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et aujourd'hui, nous allons profiter directement de l'écouter sur cette question de la pratique des visas. Et il va essayer d'analyser cette pratique sous l'angle du mécanisme de contrôle ou simplement de voile pudique de la corruption. Comme nous le savons aujourd'hui, en tout cas, dans toutes les bouches, il est décrié le fait que notre justice est dysfonctionnelle. Il se pose beaucoup de problèmes, et Maître Carlos a saisi l'occasion, et la bonne d'ailleurs, pour finalement aborder une question essentielle qui touche justement au cœur du problème sociétal qui touche notre justice. La question de visa. Maître Carlos est licencié en droit de la faculté de droit de l'université de Kinshasa depuis 2007. Il a publié un ouvrage intéressant que vous voyez d'ailleurs, qui est en vente. C'est à 100 $, donc vous pourriez profiter, c'est un prix promotionnel. Vous pourriez profiter pour vous en procurer. La débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, responsabilité et choix de la justice pénale. Alors nous pensions que cet ouvrage a bénéficié du coaching intéressant de monsieur le professeur Raoul Kienge, qui a inoculé une dose de criminologie dedans. Donc je vous rassure que c'est intéressant de découvrir les contenus de cet ouvrage qui pourrait bien intéresser chacun de nous. Maître Carlos a également publié un article intitulé « Les magistrats congolais face au blanchiment d'argent ».
Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va à la quête de la découverte des différents mots qui rongent les secteurs de justice. Et voilà qu'aujourd'hui, il prend encore ce risque parce que, rassurez-vous, nous avons reçu les appels de certains chefs de juridiction qui n'étaient pas contents d'apprendre qu'une telle activité allait se tenir. Donc, Maître Carlos prend le courage finalement de dénoncer ce qui semble constituer la gangrène de notre justice, et pour que nous puissions ensemble proposer des solutions idoines. Donc voilà, Maître Carlos, sans plus tarder, nous allons devoir vous accorder la parole pour que vous nous entreteniez sur cette question de pratique des visas, mécanisme de contrôle ou voile pudique de la corruption. Vous avez la parole, Maître Carlos. De Kinshasa. Je vais citer le professeur Raoul pour son encadrement et puis pour avoir accepté qu'un tel débat puisse avoir lieu à ce jour. Je tiens également à remercier l'assistance, tous les amis qui sont là. Je considère ce moment comme un moment de partage. C'est un sujet scientifique qui fait débat entre praticiens. Alors, j'ai décidé de mener une recherche pour découvrir effectivement les avantages et les inconvénients de la pratique dite des visas devant les cours et tribunaux. Il faut noter que la pratique du visa est apparue ou a élu domicile devant les cours et tribunaux congolais depuis des décennies à ce jour. Donc c'est vers les années 2000-2002 que cette pratique a commencé, et spécialement devant les cours et tribunaux de Kinshasa. En quoi consiste la pratique des visas? La pratique des visas consiste pour un juge ou une composition qui a assisté au débat de soumettre son projet de jugement, d'ordonnance ou d'arrêt au président du tribunal ou de la cour pour que ces derniers puissent autoriser son prononcé. En ces jours, les visas se présentent sous forme d'un paraphe que le chef de juridiction doit apposer sur la farde ou sur le projet de jugement avant son prononcé. Dans nos recherches, nous avons cherché à savoir quels étaient les objectifs, les buts principaux de ces visas. On découvre que, effectivement, les visas avaient pour objectif, entre autres, assurer la formation continue des juges par le président de la juridiction. Donc, il s'agit de jeunes magistrats, jeunes juges qui viennent d'être nommés et affectés devant les cours et tribunaux. Il fallait assurer leur formation, les apprendre comment rédiger les jugements, comment motiver un jugement. Le second objectif était de chercher à unifier la jurisprudence au sein d'une même juridiction. Ça signifie que les autorités, la hiérarchie de la magistrature, les CSM, avaient estimé qu'il n'était pas bon qu'on trouve devant une même juridiction ou un tribunal des décisions qui sont rendues de manière contradictoire dans une même matière, même litige presque. Donc pour éviter des décisions contradictoires, il fallait chercher à unifier la jurisprudence. Alors lorsque vous lisez les objectifs tels que je vais d'énumérer, effectivement vous trouvez que c'est intéressant, c'est dans un bon sens. Alors sur le terrain, il se pose un problème. Sur le terrain, il se fait que, tenant compte de ces objectifs tels que je vais d'énumérer,
au lieu que ces visas puissent produire des résultats positifs, à ces jours, nous constatons que le visa est un véritable soupape d'imposition de la volonté des chefs des juridictions. La position du chef fut-elle contraire à la loi ou à la position de membres de la composition? Il se présente en réalité comme un veto dont disposent les chefs des juridictions en cas de divergence d'avis avec la composition. Le visa aujourd'hui a contribué à l'accentuation de pratiques marginales décriées dans le pouvoir judiciaire, à savoir la corruption, le clientélisme, la concussion et de manière générale l'injustice. Cela est dû du fait que le chef des juridictions, passez-moi l'expression véreux, impose à leurs magistrats de présenter des sommes d'argent avant d'obtenir ces fameux visas. Somme que la composition devrait à son tour exiger aux justiciables avec des mots codés tels que « Chers collègues, le dossier est nu, il n'est pas habillé ». Cette pratique viole en réalité l'indépendance du juge, laquelle indépendance est proclamée et garantie par l'article 149 de la Constitution. Et aussi, les visas violent les secrets des délibérés prévus à l'article 41 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Je parle de la loi organique du 11 avril 2013. Quel est le constat qui est fait? En mettant les avantages et les inconvénients de la pratique du visa sur la balance, il s'avère qu'elle est plus nocive à l'administration de la justice qu'elle ne contribue à l'émergence d'un véritable état de droit basé sur le respect strict de la loi, laquelle doit être au-dessus de tous. Après avoir fixé les cadres de notre propos ou recherche, d'une manière brève, notre intervention va tourner autour de 3 points suivants. Vous avez l'énoncé du principe du visa, les points de vue des acteurs sur les avantages et les inconvénients de cette pratique, et enfin la position de l'auteur. Arrêt ou ordonnance rédigé par un juge ou une composition avant tout prononcer. Cette pratique tire son origine dans les juridictions de Kinshasa et elle avait pour but principal la formation, l'encadrement des jeunes magistrats nouvellement affectés par les chefs des juridictions. Les chefs des juridictions n'étant pas en mesure d'encadrer ou de faire les suivis professionnels et individualisés de chacun des juges ou de ses collaborateurs, procèdent par les visas pour apprécier les degrés de connaissance de ses collègues et éventuellement procéder à leur redressement. Le recours à cette pratique a été dicté par le fait que certains juges ou compositions uniques ou collégiales, par manque d'expérience ou par ignorance du droit, ou encore par carence des connaissances basiques de la loi française, qui est le véhicule du droit, ou enfin pour des motivations obscures et malsaines, prononçant des décisions sujettes à beaucoup de critiques. Ainsi, l'image de toute la juridiction est éternelle. Étant donné que ces décisions qui étaient prises ne passaient pas par infiltrage par les chefs des juridictions et décriées par tous, la hiérarchie du pouvoir judiciaire, ici je parle du CSM, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, était obligé de prendre des circulaires par lesquelles le visa a été formalisé en vue d'assurer le contrôle de toutes les décisions judiciaires qui sortent d'une juridiction. Cette mesure de sécurité a été mise en place pour limiter ou sinon mettre fin à certaines pratiques malsaines qui avaient lieu domicile dans les chefs de juges. Ça signifie qu'aussi longtemps que le chef de juridiction n'aura pas visé votre projet, cette décision va demeurer un projet et ne sera pas prononcée. Parce que le chef de juridiction doit s'aviser, disons la composition doit s'aviser de ne pas la prononcer au risque d'encourir des sanctions disciplinaires. Alors, lorsque vous parlez avec les acteurs, dans les cas d'espèce, les juges
qui sont appelés à soumettre ces projets de jugement. Il me parle par exemple des termes tels que pémbénisation. C'est un terme qui est exploité par le juge. J'ai voulu en savoir un peu plus. C'est à Lingala, pémbénisation. Ça signifie que un juge qui n'obéit pas aux ordres de son chef de soumettre son projet de jugement sera mis de côté. Donc il ne sera plus aligné aux audiences pour qu'il puisse siéger parce que c'est un rebelle. Alors c'est ici lié d'indiquer la pratique du visa n'a aucun fondement légal. Il est plutôt prétorien. Ce sont des pratiques du prétoire. Quoique dénué de tout fondement légal, cette pratique, vous allez peut-être vous étonner, présente quelques avantages. Alors, quels sont les avantages de la pratique du visa? Selon les tenanciers de cette pratique, essentiellement constitués des chefs de juridiction, ils estiment que... Plusieurs avantages, comme je l'avais dit, à savoir, il y a la formation des jeunes magistrats, du siège, au sein d'une même juridiction pour éviter les dérives qu'engendrent les décisions uniques, non motivées ou monnayées, préservant le prestige des juridictions ou des différentes juridictions. Un autre avantage comme l'unification de la jurisprudence au sein d'une même question qui a été posée par un juge, il y a une position qui est donnée, mais cette question peut revenir plus tard sous 10 autres formes. C'est une autre composition qui est siégée, qui n'est pas au courant de la position prise par ses prédécesseurs et lui va dans un autre sens. Du coup, vous verrez que devant un même tribunal, dans une même période précise, devant une même matière, mais vous avez des décisions contradictoires. Alors l'objectif maintenant, selon les tenanciers de la partie du visa, était d'uniformiser la jurisprudence. Il est par exemple, on peut prendre l'exemple de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement. Lorsque vous lisez les termes de l'article 227 de la loi du foncier, il est clairement dit que les droits qui sont constatés dans un certificat d'enregistrement vieux de 2 ans, de plus de 2 ans, sont inattaquables. Donc, ça signifie que devant un juge civil, lorsqu'on lui présente un certificat d'enregistrement de 3 ans, il ne peut pas prendre le risque de l'annuler. Mais vous trouverez que dans un autre dossier similaire, le juge a ordonné l'annulation et plus tard, le juge dit mais écoutez, ce n'est pas normal. Donc, c'était ça l'objectif, unifier la jurisprudence devant une même juridiction. Il y a un autre avantage qui est l'esprit d'émulation, créé auprès du juge qui fournira beaucoup d'efforts intellectuels afin de produire une décision à l'abri de beaucoup de critiques répétitives, signes d'humiliation. Cette pratique garde encore cette motivation. Elle contribue à la formation des juges ainsi qu'à l'uniformisation de la jurisprudence dans une juridiction, objectif qui semble à ce jour, au vu du nombre exponentiel ou croissant des cas de décisions qui sont infirmés en appel, en cassation, je disais, cet objectif ne semble pas atteindre, ne semble pas, comment dirais-je, convaincre au regard du nombre de prises à partie. Disons, l'objectif tend à s'étioler parce qu'effectivement, ça n'arrive pas à contribuer à l'objectif principal. Je disais ou je parlais de la pratique du visa. Aujourd'hui, on vous parle de la CCJF qui est devenue des cimetières de décisions rendues par les cours et tribunaux congolais. Effectivement, ça pose un problème. Les décisions qui sont rendues ne résistent pas devant la CCJF. Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème au niveau des acteurs qui sont appelés à dire le droit. Alors, à côté des avantages, il y a des désavantages ou des inconvénients de la pratique du visa. Là, c'est le point de vue que moi je qualifie de détracteurs de la pratique du visa. Alors, dans ces lots d'acteurs, dans cet échantillon, vous trouvez essentiellement les juges qui ne sont pas présidents de juridiction, vous avez les avocats et tant d'autres.
disons, quelques chercheurs. Alors, ils ont un soubassement légal. Leur fondement, c'est l'article 41 de la loi organique du 11 avril 2013 qui dispose que les délibérés sont secrets. Nous ne sommes pas limités là. Vous allez constater qu'effectivement, cette pratique des visas est proscrite plutôt par la loi et aussi par les codes d'éthique et de déontologie des magistrats adoptés le 26 mai 2011 par l'Assemblée générale du CSM qui dispose ce qui suit à son article 4. Le magistrat du siège est indépendant de sa hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Sa décision ne doit pas être soumise à un visa préalable de sa hiérarchie ou de toute autre autorité. Donc, de manière aussi claire, dans les codes d'éthique et de déontologie des magistrats, depuis 2011, en son article 4, c'est une pratique qui est proscrite, qui est prohibée, qui est interdite. Donc, nous avons épinglé plusieurs méfaits du visa, tant sur les justiciables que sur l'ensemble du système judiciaire. Sérieusement en abus et excès de pouvoir de la part de la plupart des chefs des juridictions, notamment violation du secret du délibéré, violation du principe de l'indépendance du juge par l'intrusion des observations du chef des juridictions, parfois contraire à la position prise par la composition. Les retards pris par les chefs de juridiction pour retourner le dossier au juge après visa, dépassant parfois largement les délais. Pour se reconnaître au chef de juridiction ce pouvoir de lire le projet d'un jugement, de corriger, de faire des amendements, voire même de formuler le fond, de reformuler le fond autrement du dossier, le président n'intervient pas en cas de prise à partie. Seuls les magistrats qui ont assisté au débat, seuls les magistrats qui vont prononcer la décision sont exposés aux sanctions disciplinaires et à la prise à partie. Et c'est injuste. L'image négative renvoyée par cette pratique dans l'opinion, lorsqu'on sait qu'en réalité, l'opinion du chef de juridiction compte double. Exemple, vous allez vous rappeler, lors du procès 100 jours, vous avez appris que devant les tribunaux de nouvelle naissance de Kinshasa-Gombe, 3 juges et les chefs de juridiction ont été suspendus. Ils ont été interdits et puis sanctionnés par des affectations dans des lieux qu'on qualifie d'arides, c'est-à-dire à l'arrière-pays. La pratique du visa ternit l'image du système judiciaire congolais et ne profite qu'aux mafieux, passez-moi l'expression, corrupteurs et corrompus. Les raisons poussées par l'auteur lui permettant plutôt de décrire cette pratique sont les coûts qu'engendre l'achat de visas auprès des justiciables, les retards dans l'octroi de celui-ci, le recours systématique des juges à la corruption ou à la concussion pour être admis dans son opinion par les chefs de juridiction, la violation du principe de l'indépendance du juge ainsi que du secret du délibéré. Toutes ces pratiques sont comparées aux avantages que procure le visa, plus néfastes que bénéficient à la justice congolaise. Et donc, je suis de ceux qui pensent que laisser subsister cette pratique, c'est laisser les juges sous le joug et le contrôle de son chef. C'est aussi asséner un coup fatal à l'état de droit prôné dans notre pays. Les juges n'a qu'une seule autorité, qui est la loi, en réalité. Mais dans la pratique, c'est d'abord son chef. En 2015, l'ancien ministre de Justice, que je vois d'ailleurs en ligne, Maître Alexis Tambomamba, qui s'était aussi levé contre cette pratique à la dont le ministre de la Justice n'est pas membre. Pareille démarche n'a pas abouti. Si peut-on admettre que ces inconvénients et profitent à la dégradation du prestige de la fonction du juge? C'est donc à tort que les ténors du maintien du visa soutiennent qu'il permet au chef de juridiction de contrôler et former les juges
alors que ceci, les contrôles et la formation, peuvent s'opérer dans un autre cadre strictement administratif, qui sont les plénières, inspection et autres mécanismes, plutôt que les contrôles de décision avant les prononcer. Alors, vous allez vous rendre compte que dans la pratique, lorsque vous descendez sur le terrain, vous trouvez la pratique des visas devant les hautes instances du pays. Je parle de la Cour de cassation, les conseils d'État, et voire même à la Cour constitutionnelle. Posons-nous la question, est-ce que l'objectif principal qui était l'encadrement ou la formation des jeunes magistrats qui arrivent dans la profession, est-ce que cette réalité peut s'appliquer devant la Cour de cassation quand on sait que pour arriver à la Cour de cassation, un juge doit avoir au minimum 18 ans de profession dans la magistrature? Peut-on apprendre à celui-là comment rédiger un jugement ou un arrêt? Vous avez la réponse. Alors, le juge qui rend une décision engage sa pleine responsabilité professionnelle. Il faut donc le laisser seul dans sa décision, sans quelques interférences de son chef. L'intervention du chef de juridiction doit être codifiée en réalité, en prévoyant même les mécanismes de responsabilisation de ces actes en cas de remise en cause de la décision de la composition. Donc ici, je voudrais dire qu'un chef de juridiction, parce que la hiérarchie du pouvoir judiciaire lui reconnaît ce pouvoir-là, c'est-à-dire de prendre connaissance d'un projet de jugement qui doit être prononcé, de réformer, il faut réformer même le projet de jugement et de changer l'opinion de la composition. Il serait donc juste que celui-là puisse également engager sa responsabilité en cas de poursuite disciplinaire, en cas de prise à partie. Et ce serait juste. La pratique du visa met en opposition les juges au chef de juridiction qui ne sont pas unanimes sur la question dans la mesure où les premiers subissent les dictats du dernier. Cette pratique est devenue, comme je l'avais dit, un veto. Mieux, une censure était l'écueil au secret délibéré et à l'indépendance du juge. Il est à la base de l'envolée exponentielle de la corruption et de la concussion en bande organisée. Chef de juridiction et ses lieutenants. La justice congolaise se meurt notamment à cause du pouvoir illégitime et illégal dont est revêtu à tort le chef de juridiction de censurer les décisions de la composition. Sous le voile pudique de la formation, le chef de juridiction s'arroge le droit d'imposer son opinion au juge, violant ainsi la loi, les secrets délibérés et l'indépendance du juge. Il s'ensuit que les autorités judiciaires devraient, s'ils ne tirent pas des dividendes de cette pratique marginale, la proscrire, afin d'éviter aux justiciables les affres qu'elles emportent tant sur leur patrimoine que sur la qualité du service public. Justice. Et donc, nous encourageons le juge à refuser les ordres manifestement illégaux de leur chef. Parce que nous estimons que la Constitution et les différentes lois que nous avons évoquées tout à l'heure permettent à un juge de travailler sans interférence, sans ombrage ou sans pression. Et donc, continuer à soutenir cette pratique équivaudrait à perpétuer le brimade dont sont victimes au quotidien les bons magistrats, qui ne se plient pas aux opinions dictées par le chef de juridiction sous la couverture du visa. Je vous en prie, maître. Je vous en prie. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais lorsque vous veniez de dire que les chefs, Donc, je disais,
S'il vous plaît, il y aura un moment pour l'échange, s'il vous plaît. Attendez. Merci. Je disais, nous avons donc voulu jeter les dés en acteur judiciaire en rappelant des dispositions claires des textes existants. Il ne peut plus. Et c'est comptant de visa institué comme veto pour se faire, entre guillemets, de l'argent. Tout en considérant cela comme un droit, alors que le juge, lui, considère la pratique de visa comme une contrainte. Signalons tout de même que les avantages de cette pratique que nous venons d'énumérer peuvent être capitalisés. Parce que, effectivement, la pratique de visa peut être considérée aujourd'hui comme une norme pratique. Vous descendez sur le terrain, vous trouvez des acteurs qui pratiquent, qui adoptent ou qui appliquent cette norme pratique. Mais décider de mettre fin à cela de manière aussi brutale ne serait pas une bonne position, une bonne solution. Mais par contre, je pense que les avantages que nous avons énumérés peuvent être capitalisés autrement. En quoi faisant? Nous avons parlé de l'encadrement de jeunes magistrats qui arrivent dans la profession, ce qui est une bonne chose. Nous avons parlé de l'unification de la jurisprudence. C'est aussi une bonne chose. Ça peut être capitalisé. Mais lorsque vous descendez, vous lisez la loi, effectivement, il y a un cadre qui est prévu qui permet aux juridictions de pouvoir discuter sur toutes ces questions. Ce sont des plénières. Et c'est prévu par la loi organique. Dans notre démarche, nous avons été à la Cour d'appel de la Gombe, je préfère citer là. Effectivement, depuis l'arrivée de Madame la première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ils ont adopté ces avantages qui sont soumis aux différentes plénières. Ça signifie quoi? À chaque fois qu'un dossier est mis en délibéré, la présidente organise des plénières où chaque magistrat qui a un dossier vient soumettre, apparaître dans ces litiges. Et ensemble, ils en discutent et il y a une position qui est proposée à la composition, allant dans le sens d'uniformiser la jurisprudence, ce qui est une bonne chose. Et donc, je pense que les différentes juridictions peuvent également suivre cet exemple. Ça va permettre à ce que les critiques que nous émettons aujourd'hui contre la pratique de visa telle qu'elle est pratiquée devant les autres juridictions puissent cesser et qu'il y ait amélioration. La pratique de visa est vraiment réelle. Ce n'est pas de l'utopie parce que aujourd'hui dans cette salle vous avez des juges, je sais qu'ils vont intervenir. Nous avons été contactés par beaucoup de juges qui se plaignent de cette pratique, mais en réalité, ils sont tenus par le devoir de réserve. Et donc, nous nous considérons, sans fausse modestie, comme des défenseurs de sans-voix pour porter cette question auprès des autorités afin qu'il y ait une solution. Et donc, je parlais des avantages qui peuvent être capitalisés. C'est pour dire que la pratique de visa n'est pas en soi une mauvaise chose, mais ça peut être utilisé autrement parce que les acteurs, effectivement, sur le terrain, l'appliquent. Mais par contre, dans les formats actuels, nous disons, c'est une pratique qui est en train de contribuer à la corruption. Je l'ai démontré si haut pour dire qu'effectivement, la plupart des chefs de juridiction ne siègent plus aux audiences. Moi, par exemple, lorsque j'ai prêté serment en 2008, devant les tribunaux de l'État de Kinshasa-Gombe, il y avait une chambre qu'on appelait chambre 1, ou la chambre du président. Et c'est le président Sibou qui siégeait dans cette chambre chaque mercredi. Ce n'est pas Maître Trésor qui est dans cette salle qui va me contredire. Mais depuis un temps, ces chefs de juridiction ne siègent plus. Ils restent dans leur bureau parce qu'ils savent que
les juges viendront soumettre le projet de jugement au visa. Alors, pour répondre à la question, est-ce un mécanisme de contrôle ou un voile pudique de corruption? Tout en reconnaissant les avantages que présente la pratique de visa, mais sur le terrain, il s'est fait que, d'après nos recherches, aucun jugement n'est prononcé, en tout cas, sans qu'il y ait de motivation. Motivation, je pense que c'est l'expression que j'utilise poliment. Les magistrats, les juges qui présentent son projet, la femme doit être accompagnée, passez-moi de l'expression, des pièces de nos côtés. Parce que lorsque le président ouvre, il voit que des papiers, il appelle son collègue, mais les dossiers que vous m'avez déposés là, les parties ne vous ont pas visité. Il est mis le dossier. Et un tel dossier sera mis de côté parce que ça va prendre longtemps. Et l'autre cas s'est passé ici, toujours dans une des juridictions de Kinshasa. L'affaire est prise en délibéré par défaut. La présidente de la composition était en face de son collègue avocat, son collègue de l'université. Après l'audience, il appelle, mais on fait comment tout ça? Il faut que j'aille présenter le projet de jugement auprès du chef. Il dit, mais oui, mais dites le droit. Il dit, mais non, mais le chef ne va pas donner le visa, ça va traîner. Alors l'avocat lui dit carrément, il dit, bon écoute, moi je ne recours pas à la corruption, je ne le ferai pas. Mais je vous donne le numéro de la cliente, vous l'appelez. Le magistrat appelle la dame. La dame se bat, trouve 2000 $. Il met dans une enveloppe qui donne à la composition, disons. Son chef regarde le dossier, il dit, mais une parcelle dans cette commune, on te donne 2000 $. Ok, d'accord. Il prend les 2000 $, il l'empêche, et il met le visa, il dit, bon, vous allez vous débrouiller. La dame rentre, prend le téléphone, il appelle l'avocat, il dit, mais tout ce que la cliente m'a donné, j'ai donné au président, il faut me trouver autre chose parce que le collègue ne veut pas accepter, sinon le dossier va encore traîner. Donc voilà, ce sont des cas comme ça. C'est un cas isolé, mais il y en a beaucoup. Merci. En train de présenter Maître Carlos, j'avais fait exprès de ne pas limiter son côté de criminologue. Je m'étais limité à vous le présenter comme un juriste. Mais voilà qu'après cet exposé, vous venez tous de découvrir son côté de criminologue. Donc c'est un criminologue sortant, hein, comme nous avions accoutumance de le dire. Il s'agit donc là des criminologues du temps de la fin. Et Maître Carlos est admis pour son mémoire, donc il est déjà à la porte des sorties. C'est un criminologue bien formé, donc spécialiste en criminalité économique et environnementale. Alors, avant que nous passions à nos séries de questions, j'aimerais d'abord accorder la parole à monsieur le directeur de l'école de criminologie. Je l'ai vu griffonner pendant que Maître Carlos parlait. Je comprends qu'après cette intervention, il a certainement beaucoup d'éléments, mais beaucoup plus, j'aimerais l'inviter, après qu'il ait écouté Maître Carlos Ngouapichi, qui nous donne sa lecture en sa qualité de criminologue et en plus de directeur de l'école de criminologie. Quelle est la lecture qu'il fait justement de cette pratique des visas? Parce qu'il y a des magistrats qui se plaignent. Voilà. Ces éléments-là suffisent pour définir une situation problème. Cela veut dire que la pratique de visa exprime un malaise dans la justice congolaise. Et ne pas s'en occuper serait peu responsable. Donc félicitations d'avoir pensé à ça. À côté de cette pratique que vous avez d'ailleurs nommée des normes pratiques, je me rappelle de une des défenses de mémoire qui a eu lieu ici. Il y a un collègue juriste qui disait, mais dans le jury, ces normes pratiques, c'est quoi encore? Moi, j'ai fait tout le droit, je suis docteur en droit, mais les normes pratiques, je ne connais pas. C'est quoi? Bien, c'est pas juridique, c'est anthropologique.
Et comme ici nous sommes dans l'interdisciplinarité, évidemment nous naviguons dans ces disciplines, la socio-anthropo avec beaucoup d'aisance. Oui, c'est une norme pratique pour se référer à Jean-Pierre Olivier de Sardan, mais qui permet effectivement de comprendre qu'en dehors des normes légales ou juridiques qui organisent une institution, il y a certaines normes, certaines manières de faire répétitives et qui sont considérées par certains acteurs comme obligatoires, comme devant aller de soi, et qu'on a conceptualisé sous le concept de normes pratiques. Parfois, il y a des normes pratiques qui contribuent au fonctionnement d'une institution. Hein? On peut dire justement au regard des avantages que la partie de visa peut être une norme pratique du point de vue des avantages que vous avez cités, parce que ça permet d'assurer le contrôle, d'assurer l'unité de l'unification de la jurisprudence au niveau d'une juridiction, etc., etc. Mais à côté de cette norme pratique de visa, il y a une autre norme pratique, deux autres normes pratiques, trois autres normes pratiques. La pérennisation, la motivation, les pièces non cotées, et je peux ajouter la première pièce. Cela veut dire que la justice congolaise a un sérieux problème et il faut s'y pencher. Alors maintenant je vais devoir me taire pour poser une seule question. Elle part de la considération suivante: la justice dans un État n'est pas une exclusivité congolaise. Est-ce que vous avez vérifié dans d'autres pays s'il existe la pratique de visa au regard des avantages que vous avez cités? Si la réponse est négative, alors que nous, Congolais, ayons le courage de bannir cela, parce que ça ne correspond pas à l'idéal de justice universelle. Merci beaucoup, monsieur, du point de vue personnel. Alors, après cette intervention, moi, il y a plutôt deux préoccupations qui me taraudent un peu l'esprit. La toute première, c'est que il y a lieu de considérer qu'il s'agisse des acteurs du système judiciaire ou même des justiciables, il s'agit d'abord des acteurs sociaux qui, en quelque sorte, ne posent les actes que en fonction de leur rôle stratégique qu'ils sont appelés à jouer dans un jeu. La justice finalement est un jeu et chaque acteur essaie de voir dans ces jeux quel est le rôle qu'il doit jouer pour tirer le meilleur profit possible. Que donc qu'il s'agisse des juges, qu'il s'agisse des justiciables, le même justiciable qui peut être prêt à payer de l'argent pour que son dossier passe vite ne serait peut-être pas disponible à payer de l'argent pour un autre dossier. Donc on est vraiment là dans le cœur de jeu stratégique des acteurs. Et comme le professeur vient de le dire, c'est vraiment une situation problème. Et voilà que votre qualité de criminologue vient de nous amener à réfléchir sur cette question qui est cruciale. Donc là, nous allons ouvrir finalement notre série de questions. Et moi, l'unique préoccupation que j'aimerais soulever comme une question, c'est d'avoir peut-être votre lecture au regard de l'article 150 de la Constitution qui dispose, je cite, « Le juge dans sa mission de dire le droit n'est soumis qu'à l'autorité de la loi ». À partir de ces moments, lorsque un juge est obligé à soumettre son projet au chef des juridictions, qui peut parfois traîner, ce qui contribue d'ailleurs aux différentes lenteurs que nous constatons dans notre système de justice. Quelle attitude un tel juge devrait adopter? Vous avez parlé de pénalisation, mais le juge il connaît le droit. Que doit-il faire? Même dans l'hypothèse où il est pénalisé, quelle attitude devra-t-il adopter?
Alors ici dans la salle, s'il y a des questions, oui, je vois les doyens. Merci le professeur Raoult pour le complément d'éléments. Alors le prof veut savoir si cette pratique s'applique devant d'autres États ou d'autres juridictions à l'étranger. Alors d'abord, je vais mettre à la CCJA. À la différence avec nos juridictions ici, la CCJA siège, je crois que ce sont tous les magistrats. Directeur de l'école, pour ces genres d'initiatives que je considère comme étant un processus de recherche des solutions aux différentes questions qui s'imposent à la justice. Quelqu'un a dit que la justice était malade. Mais ça ne peut pas s'arrêter au constat, qui a indiqué que le visa, c'est l'une des causes l'une des causes qui est à la base du dysfonctionnement de la justice. Je voudrais faire une réflexion par rapport aux objectifs. C'est bien, vos recherches ont été pointillées, mais lorsque vous affirmez que l'un des objectifs, c'est assurer la formation, le visa permet, n'est-ce pas, au chef d'office d'assurer la formation. Je note directement que la formation du magistrat du siège, ce n'est pas le seul mécanisme des visas, puisque les magistrats du siège ne commencent pas la profession au siège. En principe, ils commencent au parquet, et même quand ils viennent au siège, ils ne siègent pas directement, ils sont encadrés. Lorsque les chefs des juridictions se rassurent que maintenant ils peuvent être alignés, on les aligne. Donc l'objectif de formation n'est-il pas un prétexte? C'est une question que je me pose, vous aurez la parole par rapport à ça. L'unification de la jurisprudence, oui encore, va être envisagée au niveau du ressort, parce que c'est la jurisprudence par rapport au droit d'un pays donné. Et il y a même des voies de recours servent à ça. Lorsqu'une décision judiciaire a été mal rendue, par les mécanismes de voie de recours, elle peut être réformée. À mon sens, d'ailleurs, ce sont des juridictions supérieures qui, par les arrêts, les principes, orientent. Donc, c'est un peu de revoir. Alors, la question pertinente que je me suis posée quand j'ai vu la fiche de mon ami Tati, c'est une discussion de tout le temps ce jour. Entre parenthèses, dans un dossier donné, nous étions avec Kabamba. Le chef d'office qui s'est déplacé, il a instruit à tous les magistrats de son ressort qui avaient pris les affaires en délibéré de ne pas se prononcer, d'attendre son retour. Vous voyez, donc le visa dépasse l'essence de formation. En réalité, c'est une véritable, disons, une instance juridictionnelle. Donc les visas, dans la pratique et dans la réalité, confère le pouvoir juridictionnel au chef d'office qui n'a même pas siégé. Puisque le chef dit, vous avez siégé, oui, mais vous ne vous prononcez pas tant que je ne suis pas rentré. Nous savons tous qu'il n'y a pas de fuite. Quand le chef d'office voyage, c'est le plus séant. Celui-là peut, si l'on considère le visa comme un cas de défausse. Comme ça, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas un prétexte? C'est même maintenant attaché à la personne. Alors la question fondamentale, est-ce que doit-on maintenir les visas? Puisqu'il y a aussi certains mérites du visa. Ça permet aussi à ces juges-là, en réalité c'est la vérité, nous sommes dans un environnement de corruption. Les jugements ou la justice, c'est celui qui donne le plus, c'est au prix le plus offrant. Mais si on a la chance d'avoir un chef d'office qui est en dehors du système, il pourrait redresser. Mais alors, est-ce qu'il faut maintenir les visas? Moi, je réfléchissais à haute voix, je n'ai pas fait de recherche comme vous. Je suis presque d'avis
qu'il faut non seulement formaliser les visas, mais il faut impliquer maintenant la responsabilité du chef d'office pour que les magistrats subalternes ou qui lui sont inférieurs ne soient pas victimes des prises à partie. Parce qu'en définitive, c'est le point de vue du chef d'office qui s'impose. Vous savez, nous sommes des praticiens. Le chef, quand il dispatche le dossier, il dit non, j'ai des intérêts dans ce dossier. Donc déjà, même quand on donne au juge le dossier, on lui dit que moi, chef d'office, j'ai des intérêts dans tel sens. Et le juge est lié. De sorte que quand les partis voient, vous êtes, c'est vous qui avez vu le président. C'est vous qui avez vu la présidente. Le président m'a dit qu'il a des intérêts dans ces dossiers. Donc, je suis plutôt porté à croire qu'il faut formaliser les visas, faire en sorte que le chef d'office réponde lorsqu'il a donné, lorsqu'il a acquiescé à la décision, qu'il réponde. Voilà un peu ma participation. Parce que pour terminer, ne perdons pas de vue que le chef d'office aujourd'hui, ils ont le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Donc il est difficile de détacher les visas. Il est difficile de parler d'indépendance dans ce contexte-là. Puisque c'est lui qui vous donne les dossiers, il vous donne une orientation, il a le pouvoir disciplinaire sur vous. Il y a beaucoup de magistrats qui se sont interdits parce qu'ils sont allés à l'encontre de l'opinion ou de la position du chef d'office. Je termine, j'aurai des répétitions. Je crois qu'il faut plutôt voir comment aller dans le sens de réformes beaucoup plus profondes, impliquer les chefs d'office, qu'il engage aussi sa responsabilité. En ce moment-là, ça pourra fonctionner. Mais si on fait l'hypocrisie, on dit non, indépendance, c'est vrai de délibérer. Il a toujours le pouvoir de dire, on ne réussira pas. Donc, la pratique des visas n'est pas observée, par exemple, à la CCJ. Parce que lorsque vous arrivez à la CCJ, un dossier qui arrive, après avoir terminé avec l'étape de mémoire qui doivent être échangées, le dossier est transmis à tous les magistrats. Mais il y a un rapporteur qui prépare le projet et qui va soumettre aux autres. Donc, ça signifie que le président de la CCGA n'applique pas le visa ou n'est pas tenu de lire le projet du jugement ou de l'arrêt plutôt pour pouvoir orienter ça autrement. Là, je parle de la CCGA parce que je venais d'être là. Alors, au niveau de Gabon, par exemple, en tout cas, c'est l'ancien système qui s'applique comme chez nous auparavant. Le juge qui prend l'affaire en délibéré a le pouvoir et est indépendant, il va préparer son jugement, il prononce, il engage sa responsabilité disciplinaire ou en cas de prise à partie. Donc, je peux donner des exemples, ce qui démontre qu'effectivement, partout au monde, on parle de l'indépendance du juge. L'indépendance du juge, c'est par rapport aux actes juridictionnels qu'il est appelé à poser. Et automatiquement, qui dit indépendance, le contraire serait de recevoir des instructions ou des interférences, des injonctions venant de part et d'autre. Donc voilà. Alors, Maître Harris, vous me demandez quelle est mon attitude par rapport à la lecture de l'article 150 de la Constitution. Il est vrai que le juge n'a qu'une seule autorité, qui est la loi. D'ailleurs, c'est ce qui est même évoqué ici dans les codes d'éthique et de déontologie des magistrats. À son article 4, il est dit ceci: le magistrat du siège est indépendant de sa hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Sa décision ne doit être soumise à un visa préalable de sa hiérarchie ou de toute autre autorité. Donc, il est suffisamment clair que le juge n'a pas de hiérarchie qui serait chef de juridiction. Il n'a qu'une seule autorité qui est la loi. Alors, parce que mon expression, ce qui manque à nos magistrats, c'est le courage. Parce que le peu qui accepte ou qui refuse les ordres venant de leur chef sont sanctionnés. Alors, l'expression que j'ai utilisée ici de pénalisation,
C'est ce qui se passe dans la pratique. Alors, au-delà de ça, j'aimerais également évoquer, parce que je parlais des normes pratiques et le professeur Raoul est revenu sur ça. Dans la pratique, malgré on vous dit que le juge n'a qu'une seule autorité qui est la loi, mais dans la pratique, la première hiérarchie du juge, c'est son président du tribunal. Donc, c'est une réalité. Tous les juges ont peur du président. Il ne veut pas, c'est son chef. Je parle ici en face du président Ndaye, et il sait que ce que je dis là est vrai. Et donc, revenant sur cette histoire de visa, il y a aujourd'hui d'autres juridictions ici à Kinshasa où les juges ne voient même pas le président. Le projet du jugement passe par son parsec. Donc imaginez-vous, même un parsec qui n'est pas juriste peut déjà connaître les dispositifs d'un jugement avant que son chef ne puisse lire. Donc ce sont des cas réels. Merci. Je profite parce que je suis aussi avocat de la République et qu'il y a beaucoup de prises à partie. Et je vais exprimer la douleur des juges par rapport au chef de juridiction. Et moi, je suis partisan pour que les chefs de juridiction répondent en prise à partie. Bon, puisque le visa dénie même la substance de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je me rappelle lors d'une défense, le professeur Akele, il y a un étudiant de deuxième licence qui avait travaillé sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et pour le professeur Akele, il n'y a pas d'indépendance aussi longtemps qu'il y a cette pratique de visa. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Comment parler de l'indépendance du juge ou du pouvoir judiciaire alors qu'il y a la pratique de visa? Alors, Maître Carlos, vous ne pouvez pas parler, considérer les visas comme un voile, un voile public qui couvre la corruption et dire en même temps, voilà, on ne peut pas supprimer les visas, puisque si on supprime, ça va créer les déséquilibres. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous-même, vous venez de lire un texte qui refuse les visas, la pratique du visa. Il y a une circulaire du ministre de la Justice qui refuse cette pratique de visa. Maître Tati a évoqué l'article 150 de la Constitution dans l'exercice de ses fonctions. Les juges n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi. Pour Montesquieu, dans l'esprit de la loi, les juges est la bouche qui ne prononce que les paroles de la loi. Mais comment ce juge qui ne prononce que les paroles de la loi doit prononcer les paroles de son chef? Ça ne marche pas. Donc vous ne pouvez pas souffler à la fois le chaud et le froid. Moi je voudrais que vous puissiez dire ici, urbi et orbi, que le visa c'est le voile public qui couvre la corruption. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec sa suppression, donc vous soutenez la corruption. Voilà pourquoi je voudrais que Maître Carlos puisse militer pour la suppression du visa. Et c'est là, tant au niveau du magistrat assis qu'au niveau du magistrat debout. Nous recevons beaucoup de prises à partie contre les magistrats instructeurs. Or, on sait qu'au parquet, c'est le procureur qui dirige ou qui est la pièce centrale, ou celui qui est le cœur même de la décision. Rien ne peut se faire sans que le procureur ne puisse donner son visa. Mais comment on peut prendre à partie un magistrat instructeur, les condamner et le procureur est assis bonnement dans son bureau? Je pense que les plaideurs doivent avoir l'habitude ou doivent commencer à prendre à partie, lorsqu'il s'agit du magistrat du parquet, prendre à partie aussi le procureur de la République, le procureur général ou le chef d'office. Au niveau du siège, c'est le président de juridiction qui fait tout. Rien ne peut
ne peut aller dans le sens opposé si ce n'est pas sa volonté. Mais comment prendre le pauvre juge à partie et laisser son chef sans le visa de qui rien ne peut être fait? Donc, il faudra prendre à partie. Et le magistrat qui a accepté ce visa-là et son chef qui lui a imposé les visas. Et bon, j'ai aussi suivi que Maître Carlos est devenu comme aussi l'avocat des juges. Non, il ne faut pas considérer que, puisqu'on supprime les visas, ce juge-là est sérieux. Il faut limiter aussi les dégâts. Vous savez, le magistrat, quand vous le laissez les mains libres, nonobstant l'indépendance, il va créer plus de dégâts. Donc il faut insister pour que les magistrats, qui doivent se considérer comme indépendants, il doit aussi être sérieux pour que cette indépendance ait une certaine substance. Voilà la préoccupation que j'avais. Ce n'est pas une question, mais c'est juste pour vous compléter, vous avez une observation. Quelle sera la décision que prend le chef des juridictions, mais il n'a jamais été dans les débats, il ne connaît vraiment pas le dossier, il n'a pas lu, il ne saura pas lire tous les dossiers que les magistrats qui sont plutôt dans sa juridiction. Dans ces conditions, est-ce qu'il y a encore possibilité de soutenir qui a la justice? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est finalement cette pratique. Alors, merci pour les questions. Ça démontre effectivement que vous avez accordé beaucoup d'intérêt à ces sujets. Je vais commencer par les doyens Singa. Maître, je pense que ce ne sont pas des prétextes. Lorsque les tenants du maintien de la pratique du visa avancent comme soutènement assurer la formation continue des juges et l'unification de la jurisprudence. Peut-être par rapport au deuxième point, ce qui fâche, c'est la jurisprudence. Parce que vous avez évoqué le fait que les décisions peuvent aller en appel, reformuler, tout ça, et que ce sont les hautes juridictions qui prennent des décisions qui ont autorité de jurisprudence. Alors, assurer la formation des juges. Pour les tenants de cette thèse, estiment que le président, qui est le préséant, a plus de connaissances que le nouveau juge qui arrive. Pour eux, la continuité de la formation, c'est lors du débat que les juges, le président a avec le magistrat qui a rédigé son jugement, où le président peut lui montrer, écoutez, ici, tu n'as pas bien motivé ta décision, ton argumentaire ou ton soutènement doit être soutenu par une disposition légale pour donner de la valeur juridique à ton jugement. Donc c'est en ce sens-là. Ils pensent que c'est lors de ces débats-là de partage avec le président, parce que si, pour eux, on doit priver au président l'opportunité de discuter avec le magistrat, les magistrats resteront dans l'ignorance, les jugements qui seront rendus seront sujets à des critiques négatives. C'est pourquoi ils pensent que ça va assurer la formation continue des magistrats ou de l'encadrement, s'il faut l'appeler ainsi. L'unification de la jurisprudence, en réalité, je ne sais pas parler vraiment du terme jurisprudence, mais je l'ai repris parce que ce sont des précédents, les différentes décisions qui sont rendues devant les cours et tribunaux. Chaque tribunal, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes à la cour d'appel de Matete. À la cour d'appel de Matete, en ce qui concerne les thèmes de l'article 66, sauf erreur de ma part, qui parle de l'expression pour appel. La cour d'appel de Matete est allée dans le sens de dire que voilà, un jugement qui est du moins signifié vaut expression pour appel. Vous verrez que c'est contraire à l'article 66 du Code de procédure civile, qui parle de l'expression pour appel, qui doit reprendre tous les déroulements de l'audience, l'assignation, la preuve de paiement des frais, tout ça, et c'est ça l'expression régulière. Donc il y a des décisions comme ça. La cour d'appel de Matete est restée dans cette position. Vous verrez que la cour d'appel de Lubumbashi est également dans cette position. Et vous allez à la Gombe peut-être, et ils sont rigoureux, ils vous disent, écoutez, non, il faut une expédition régulière. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, par rapport à votre question, est-ce que les visas doivent être maintenus? Je pense que j'ai été clair. Apparemment, mes trésors ne m'a pas bien suivi. Je ne suis pas pour le maintien du visa dans son format actuel. Mais la difficulté, c'est que je sais que le professeur Raoul était content d'entendre mes trésors en train d'évoquer ces points-là. Je suis en train d'utiliser un langage qui est déconstruit.
Donc c'est la différence maintenant avec Carlos le juriste, et Carlos qui est juriste et criminologue. Donc je suis sorti de la bouteille en mouche. C'est-à-dire que les juristes que nous sommes enfermés, passez-moi l'expression, hein, dans une bouteille où nous pensons que ce que dit la loi. Que dit la loi? Mais un criminologue vient chercher à savoir que dit la loi, mais pourquoi les acteurs font plus que ce que prévoit la loi. Donc on cherche à comprendre. Et c'est la démarche que j'ai menée sur le terrain. Pourquoi malgré ce que prévoit la loi, mais sur le terrain, les gens, les juges, c'est le juge qui est censé appliquer la loi. Mais imaginez que les juges devant la loi, mais il fait le contraire de la loi. Alors, la démarche tend à savoir pourquoi ces comportements-là. Pourquoi, comment ils arrivent à faire ça. Donc, c'est une démarche qui tend à la déconstruction de toutes les pensées juridiques. Donc, je comprends la difficulté. Maître Pidika. Vous voulez savoir si, avec le maintien de cette pratique de visa, si nous pouvons encore parler de la justice ou de l'injustice. Je l'ai démontré que, effectivement, la pratique de visa contribue à plusieurs maux qui dérangent notre justice. Je vais parler de la corruption, je vais parler de la concussion, je vais parler du clientélisme. Au-delà de tout ce qui est violation du secret et délibéré, effectivement, ce sont des mots qui dérangent la bonne administration de la justice. Pour moi, le format dans son format actuel doit être supprimé. Mais, il faut voir, par exemple, les avantages que moi j'ai énumérés, comment appliquer ça autrement. Et si vous m'avez bien suivi, in fine de mon exposé, j'ai évoqué le fait que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, aujourd'hui, applique tout ce que nous appelons avantage du visa dans ce qu'on appelle les différentes plénières qui sont organisées par les cours et tribunaux, disons, par la Cour d'appel de la Gombe. Ça signifie qu'une composée qui prend l'affaire en délibéré soumet son dossier lors de la plénière et il discute. Mais attention, c'est tout en gardant l'anonymat des parties. Il ne révèle que l'effet du dossier. Et la plénière peut décider ou peut proposer, n'est-ce pas, une ligne à suivre. Donc voilà. Effectivement, il y a de l'injustice dans la pratique des visas. Parce que Maître Singh l'a soulevé. Maître Trésor également. Comment voulez-vous une composition qui a adopté une position, laquelle position a été rejetée par le président? Pourquoi? Alors là, je ne l'avais pas soulevé. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Beaucoup de justiciables et des avocats véreux qui maîtrisent bien les palais, ils savent que c'est le président du tribunal ou de la cour qui a le droit de veto. Donc c'est sa position qui doit primer. Et très souvent, il passe par le président. Maître Singh l'a dit ici, ça c'est le dossier du président. Et il voulait dire ça, j'ai des intérêts ici. Alors il passe par le président parce qu'ils savent que la composition viendra avec sa position et c'est la position du président qui va primer. Et c'est ce qui s'est fait dans la pratique. Et donc c'est de l'injustice que je ne peux pas soutenir. Aujourd'hui à Kinshasa, j'ai rencontré par exemple, je connais 2 juges qui me disent qu'il y a des dossiers où il y a ce qu'on appelle des contrats d'abonnement. Les contrats d'abonnement, c'est pour les avocats. Ce ne sont pas les professeurs de la salle qui vont me contredire. Mais il y a des chefs de juridiction aujourd'hui à Kinshasa qui ont des contrats d'abonnement avec des sociétés commerciales. Donc, ce genre de sociétés, ce sont les genres de dossiers où Maître Singh vous dit, j'ai des intérêts ici. Faites très attention. J'ai défendu 2 dossiers dans un tribunal récemment. On arrive là-bas, le président dit au juge, ça, on ne bouge pas. Tu trouves un moyen superfétatoire pour balancer l'action du demandeur. Et qu'ils aillent se battre en appel. Et c'est le langage qui est connu. Donc, voilà là où la pratique des visas nous amène. Parce que si on devait revenir dans l'ancien format, où c'est le juge seul qui prend l'affaire en délibéré, qui doit rédiger sa décision, qui doit la défendre en cas de prise à partie, on ne serait pas devant toutes ces actions. Parce qu'aujourd'hui, dans une composition, vous avez 3 juges. La majorité peut décider que voilà, le point de droit, le droit est de ce côté-là. On l'applique. Si vous avez bouffé l'argent, vous, un seul juge, vous serez minorisé et c'est la position de la majorité qui va primer.
Mais il est aussi demandé au juge, je pense que je suis de répondre indirectement au ministre Ndiata. Il est aussi demandé au juge qui n'est pas d'accord avec l'avis des autres collègues d'aller sur le procès verbal, de dessiner un procès verbal, de manifester sa position là-bas. Pour qu'en cas de prise à partie, il lève son PV, il demande sa position. Et c'est ce qui se fait dans la pratique. Donc, Maître Pidika, je ne saurais pas vous cacher, je vous dis effectivement, la pratique des visas est à proscrire dans son format actuel parce que ça ne favorise pas une bonne administration de la justice. Pour preuve, le nombre exponentiel de prises à partie démontre à suffisance que les dossiers ne sont pas bien rendus. Voilà. Alors, vous avez évoqué, et ce n'est pas opportun maintenant de penser à d'autres modes alternatifs de règlement de conflits. Moi, je suis partisan de cette thèse parce que j'ai toujours soutenu que les herbes devaient pousser au palais de justice et que les litiges devaient être réglés à l'amiable. Pourquoi je le dis? Vous serez d'accord avec moi qu'un litige qui se termine devant les cours des tribunaux ne permet pas automatiquement aux protagonistes de faire la paix. Même si vous allez devant la cour de cassation, il y aura toujours une partie qui sera mécontente. Mais si c'est un litige qui est réglé à l'amiable, les protagonistes jadis seront en mesure de se saluer et de faire la paix, voire même de continuer ensemble. Parce qu'effectivement, dans un arrangement à l'amiable, les parties se font des concessions. Vous voyez? Alors que les juges tranchent l'affaire, les juges tranchants. Donc il vous dit c'est X qui a raison, c'est Y qui a tort. On vous dira la loi est dure, mais ça reste la loi. Donc voilà. Donc je suis partant pour le mode alternatif, n'est-ce pas, de règlement des conflits, entre autres la négociation, la médiation. Je suis parmi ceux qui soutiennent cela. Alors, par rapport comment j'ai procédé pour récolter toutes ces données, donc j'ai fait recours à la théorie de l'acteur social, c'est-à-dire je suis allé sur le terrain d'abord pour essayer de discuter avec les différents acteurs, comme je les ai énumérés en deux catégories. Vous avez la première catégorie qui est constituée de chefs de juridiction, les tenanciers de cette thèse, qui soutiennent qu'effectivement la pratique du visa doit être maintenue. J'ai également approché les juges, n'est-ce pas, qui sont appelés à soumettre leur projet de jugement. Mais il faut relever qu'il y a aussi de l'hypocrisie dans cette histoire. Un juge qui est encore un juge simple, qui doit soumettre son projet de jugement, et tout estime que c'est une contrainte et que c'est illégal. Mais une fois qu'il devient président, il estimera, il dira que voilà, c'est mon droit. Donc je dois aussi l'appliquer. Et c'est ce qui se passe dans la pratique. Je ne vais pas citer notre ami commun que tu connais, qui est de cet avis-là. À l'époque, lorsqu'il était encore juge simple, il ne voulait pas entendre parler du visa. Donc voilà. Donc je fais recours à la théorie de l'acteur social de Christian Debès, qui m'a permis de pouvoir approcher les différents acteurs. Le ministre Ndiaté demande si le fait pour moi de demander aux juges de ne pas obtempérer aux ordres manifestement illégaux de leur président, ce n'est pas une façon de les exposer aux sanctions. Bonne question. Alors, je vais commencer par dire ceci. Je n'ai jamais vu depuis que je suis avocat un juge qui est sanctionné pour avoir refusé des témoins illégaux. Parce que si le président vous sanctionne parce que vous avez refusé de lui soumettre votre projet de jugement au visa, il doit trouver la motivation. Il doit trouver la faute que vous avez commise. Parce que vous avez comme protection la loi. Alors, si je ne vous ai pas soumis mon projet, c'est parce que le code de déontologie et d'éthique des magistrats, en son article 4, m'interdit de le faire. C'est parce que l'article 41 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des choses de l'ordre judiciaire interdit, dit clairement que les délibérés sont secrets. C'est parce que l'article 150 de la Constitution me dit je n'ai qu'une seule autorité qui est la loi et qui protège également l'indépendance du juge. Je pense que ce juge-là va très bien s'en sortir. Et pour moi, je leur demande d'être courageux et de refuser ces ordres-là. La pénalisation, oui,
La pénalisation s'applique dans les cas d'espèce. Pourquoi? Parce que les juges, comme Maître Singa l'a dit, effectivement, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont un pouvoir exorbitant. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de vous sanctionner parce que c'est lui le chef. Il va vous mettre de côté, vous ne serez plus aligné. Alors, j'ai posé la question à un juge. Je lui ai dit, dites-moi, si vous êtes pénalisé, vous perdez quoi? Il dit, il m'a répondu, là, passez-moi l'expression, peut-être ça peut paraître, comment dirais-je, pas approprié, vulgaire. Il dit, donc ça signifie que lorsque le juge accepte d'être caporalisé plutôt, il doit se soumettre aux ordres de son chef pour qu'il soit maintenu sous l'extrait de rôle à tout moment. Alors, en d'autres termes, lorsqu'on dit Banabakoliate, ça signifie qu'en siégeant, il aura des justiciables, il aura des avocats qui vont le visiter, qui vont donner de l'argent. Bref, vous comprenez qu'effectivement, les juges, pas tous, vivent de la corruption. Parce qu'un juge qui est sanctionné, on ne va pas lui priver son salaire. Il va continuer à percevoir son salaire. Donc, il aura ce salaire à la fin du mois, ça va lui permettre de répondre à ses charges habituelles. Donc, la raison n'est pas pertinente, n'est-ce pas, de ne pas respecter les thèmes de la loi et de se soumettre à cette pratique parce que vous serez pénalisé. Voilà, pour moi, les juges doivent être courageux, dire clairement à leur chef, chef, c'est la position que moi j'ai retenue, je suis persuadé qu'elle est légale. En cas de sanction, en cas de prise à partie, je serai le seul à aller répondre au vendredi saint. Vendredi saint, c'est-à-dire c'est les jours où on organise le procès en prise à partie devant la Cour de cassation. Donc voilà, la pratique des visas, oui effectivement, dans cette pratique il y a la corruption. Je vous ai expliqué ici que la plupart de ces chefs de juridiction ne siègent plus. En d'autres termes, ils sont pénalisés eux-mêmes. S'ils ne siègent plus, donc ils vivent de leur salaire. Mais dans la pratique, si vous allez au parking de chaque tribunal ou cour, vous trouverez qu'il y a de l'espace là réservé aux véhicules de chefs de juridiction. Et ce sont des véhicules qui vous coûtent énormément. Alors qu'un président du tribunal peut toucher 1 500 $, 1 300 $. Mais les véhicules qui roulent avec sont dans les 150 000, 100 000, 50 000 $. Donc ce sont des indices qui démontrent qu'effectivement, il y a des situations problèmes dans la pratique des visas. La question, qui c'est comme ça qu'il a été identifié. Est-ce que le fait que la justice évolue en marge de la loi, ce n'est pas révélateur du dysfonctionnement? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un problème qui est vraiment sérieux. Parce que comment voulez-vous, vous qui êtes appelé à dire le droit, conformément à la loi, mais vous mettez la loi de côté et vous préférez pratiquer les normes qui ne sont pas officielles. Alors que ces normes-là ont des inconvénients. Lorsque j'ai comparé les avantages et les désavantages, sur la balance, vous trouvez qu'effectivement, les désavantages sont en train de dominer. Donc, la pratique des visas contribue effectivement au dysfonctionnement de notre justice. Une deuxième question qui s'est à poser, pourquoi cette pratique est maintenue? C'est parce qu'il y a manque de volonté de changer les choses. C'est tout simplement ça. Moi qui vous parle, j'ai dénoncé cette pratique depuis 2015, 2016. Parce que le ministre de la Justice de l'époque, Alexis Tambemamba, avait répondu à ma correspondance où j'ai décrié cette pratique. Les juges en souffrent, mais ils sont tenus par les devoirs de réserve. Ceux qui tentent de faire le contraire sont sanctionnés. Je vous ai parlé du cas du procès 100 jours. C'était dans l'affaire qui opposait le ministère public à l'ancien DG de Foner, M. Bamaros. Alors, je pense que chacun peut se faire une idée. La composition qui avait saisi dans cette affaire-là avait reçu les ordres qui ne venaient pas du chef de juridiction. Là, je soulève, je dois préciser, mais qui venaient des autorités
politique, militaire et de la hiérarchie. Alors, ce juge-là, professeur d'université, il a refusé. Et la sanction, c'est qu'il avait été envoyé à Bouloulou. Et aujourd'hui, il est revenu à Kinshasa. Il a été promis. Donc, quelquefois, le malheur est bon. Merci. Merci, Maître Carlos. Nous n'avons plus que 4 minutes. Comme vous le savez, l'école de criminologie s'inscrit dans la logique de la rigueur, du respect de l'heure. Nous allons donc prendre les 2 derniers intervenants qui sont ici dans la salle. Nous allons prendre Maître Jackson. Il sera suivi. J'essaie de savoir en tant que criminologue quelle est la solution que vous proposez. Est-ce un voile pudique de la corruption? Comment se sentent-ils dans les différents acteurs? Alors, je pense que j'ai été clair dès le départ. Parmi les solutions proposées, je vais parler ici de la capitalisation de ce que moi j'appelle avantage de ces visas. Parce qu'il faut le souligner qu'en réalité, les visas n'ont pas que des désavantages. Parce que nous faisons face à cette situation depuis des décennies. On ne peut pas se voiler la face. Elle est là avec nous. Apparemment, on est incapable, n'est-ce pas, de pouvoir combattre les visas. Parce que les visas continuent à s'appliquer. La solution, pour moi, c'est que si nous devons maintenir la loi telle qu'elle est libellée en ces jours, on doit supprimer les visas. Il n'a pas sa raison d'être. Parce que si vous soutenez que les secrets sont, les délibérés sont secrets, ça signifie que seuls les membres qui ont siégé dans une affaire sont censés connaître les secrets du jugement. Il est contradictoire que vous puissiez proposer cela à un autre membre, un quatrième membre qui est le président du tribunal. Là, c'est... Si nous sommes d'accord qu'effectivement, lorsque le président reçoit les projets du jugement, il a le pouvoir de l'amender, il a le pouvoir de faire des contre-propositions. On est tous d'accord, effectivement. Il y a les autres qui n'ont pas encore cette... Monsieur le maître Carlos, monsieur le juge Randy, votre micro nous dérange, si vous pouvez couper votre micro. Les juges Randy, si vous nous entendez, coupez votre micro s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que il faut intégrer les chefs de juridiction, n'est-ce pas, parmi les personnes qu'on doit poursuivre devant les instances disciplinaires ou la prise à partie. Pourquoi? Je me justifie. Parce que tant que les chefs de juridiction aura toujours la possibilité, n'est-ce pas, d'imposer sa position à la composition, il va garder ses droits de veto, les justiciables, la corruption va continuer. Pour moi, il faut supprimer la pratique des visas au stade actuel. Ou soit, c'est par les méthodes de réforme qu'on puisse officialiser cette pratique, cette norme pratique. Parce qu'apparemment, elle est sucrée, cette norme. C'est tout le monde qui veut manger ça, c'est tout le monde qui veut goûter. Alors, officialisons ça pour que les choses soient claires. Qu'on puisse maintenant dire clairement qu'effectivement, le président du tribunal a le droit, n'est-ce pas, de lire les jugements, qu'on enlève, qu'on supprime carrément les secrets délibérés. À ce moment, les choses seront équilibrées. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, il devient maintenant 4e membre de la composition. Donc, parmi les solutions, je suggère que si nous devons mettre une législation à l'état actuel, il faut supprimer la pratique des visas, ou soit apporter des réformes en intégrant le président cette fois-là, n'est-ce pas, dans la composition, que cela soit officiel, pour que sa position... Ah voilà, c'est Patrick Ngandou qui... S'il vous plaît, monsieur Chemou Kabaka... C'est Ngandou Patrick. C'est Ngandou Patrick. Vos micros sont ouverts et nous sommes dérangés par vous. Monsieur Chemou Kabala et Randy, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc, voilà, je disais que au stade actuel, il faut qu'on supprime carrément la pratique de visa. Parce qu'elle ne contribue pas à la bonne administration de la justice au regard de la législation en cours.
Maître Jackson a continué l'article 4 du Code de déontologie et d'éthique des magistrats. Alors, vous évoquez les cas de plénière. Est-ce que ces plénières-là ne violent pas non plus la position, disons, l'indépendance du juge? Non, je pense que j'ai été clair. La plénière n'impose pas la position à la composition. La plénière, ou le magistrat ou le juge qui siège, qui prennent part à la plénière, discutent sur les questions qui sont soumises et ça permet à la composition de se faire une idée. Ce n'est pas une imposition, contrairement au visa, où le chef, lorsqu'il a été visité, il impose sa position. Collègues, allez-y dans tel sens. Voilà. Donc c'est différent. La solution proposée, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il est tout à fait normal qu'on puisse tenir compte de ces normes pratiques, qu'on ne fasse pas abstraction, parce que nous vivons avec, il faut qu'on trouve des solutions. Est-ce que le problème, c'est le visa ou ce sont ces acteurs? Professeur Sam. Alors, je pense que le problème, premièrement, c'est d'abord l'homme. Parce que il ne faut pas généraliser les cas. Il y a aussi des présidents de juridiction qui sont honnêtes. Il y en a, ils existent. Il faut faire vraiment la part des choses. C'est-à-dire que il y a ces présidents-là qui reçoivent des projets de jugement. Ils vous disent, collègues, vous pensez que le droit a été bien dit? Oui. Est-ce qu'on ne vous a pas visité? Là, cette question-là ne manque pas. Donc, il peut accepter, n'est-ce pas, votre position, mais si vous avez pensé à lui, il fait passer, mais il n'impose pas la position. Ces magistrats-là existent et j'en connais. Donc, je pense que le problème, c'est l'homme. Premièrement, ce sont les acteurs qui sont appelés à respecter la loi ou à faire respecter la loi. Il y a des juges, je me souviens, j'avais accordé une émission, il y a un juge qui est passé également pour soutenir ma position et il fut président du tribunal de grande instance de Kalamou. À l'époque, il a dit, moi lorsque j'étais président du tribunal de grande instance de Kalamou, je n'acceptais pas l'histoire des visas. Et j'ai siégé moi-même dans certains dossiers. Parce qu'ici, le problème se trouve déjà à ce niveau-là. Un président qui refuse de siéger, comment il se fait de l'argent? Tout est clair à ce niveau-là. La plupart des présidents des chefs de juridiction ici à Kinshasa ne siègent plus. Allez-y vérifier. TGI Gombe siège chaque mercredi en matière civile. Kalam, c'est chaque jeudi. Cour d'appel de Matete chaque jeudi. Kinkole chaque vendredi. Allez-y voir. Vous ne verrez pas le nom du président sur l'extrait des rôles. Il attend que les juges terminent. Ils viendront le visiter et puis ils vont avancer. Je pense, là je suis tout à fait d'accord, ce sont les acteurs qui posent problème. Oui, s'il faut porter et proposer la réforme pour encadrer cette pratique, je suis tout à fait normal, j'ai déjà répondu à la question. Je suis pour que ces pratiques, la partie qui concerne les avantages, puissent être prises en compte et ça permet également l'évolution ou l'avancement des choses. Donc, pour me résumer, je voudrais rassurer Maître Trésor, Maître Kabamba, que je n'ai pas changé de position, mais seulement, j'ai subi une formation de déconstruction. Ce sont les notions déconstruites avec le temps. Donc voilà. En tout cas, Maître Carlos est très costaud, comme je l'avais dit, parce que c'est un cadre qui forme le spécialiste. Pour vous qui êtes licencié, qui détenez un diplôme de licence, qu'importe votre domaine, vous pouvez bien prendre votre inscription pour suivre une formation en criminologie, comme je vous ai dit. La criminologie, c'est un peu générique parce que nous avions plusieurs spécialités. Vous pouvez vous spécialiser en criminologie économique et environnementale, en criminalité plutôt économique et environnementale, en protection de l'enfant, en gestion de la paix et des conflits, comme moi, mais également en sécurité intérieure et en intervention criminologique. Donc, nous vous attendons d'ici le mois de septembre. Venez donc solliciter vos inscriptions pour que vous soyez demain en mesure également de déconstruire ce qui a été présenté en nous comme des dogmes, comme des vérités vraies en elles-mêmes, qu'on devait prendre comme telles, ce que les mathématiciens appellent les axiomes. Mais avec cette école, on se permet finalement de remettre en cause, pour ne pas mettre en vedette la grande pensée de Gaston Bachelard, qu'il n'y a pas de connaissances dernières, il n'y a que des connaissances premières. Donc voilà, Maître Carlos, nous sommes très heureux de passer ces moments avec vous.
pour ces partages très éloquents, mais également enrichissants. Alors, comme je le fais au départ, je m'aimerais encore une fois de plus inviter Monsieur le directeur de l'école de criminologie, mon maître, qui va devoir vous souhaiter un au revoir. C'est un véritable acteur social. Maître Carlos, oui, Maître Carlos, merci beaucoup en tout cas pour cette activité, cette réflexion. Moi, j'ai une seule chose à dire aux juristes que nous sommes. Le droit est un mécanisme, c'est un instrument pour permettre la régulation sociale, gérer le conflit, départager les intérêts antagonistes. Mais il doit être, ce mécanisme doit être porté par des hommes. Et les meilleurs juristes qui ont marqué l'histoire sont des juristes courageux, qui ont affirmé le droit et la justice en dépit des menaces et en dépit de certains artistes. Sans cela, le droit n'avance pas. Le droit devient la politique, tout au plus il se transforme en économie. Et donc je vous invite à beaucoup de courage, pour pouvoir transformer notre justice congolaise. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera pour nous. Personne. Et quittons la position plaintive pour adopter comme des vrais acteurs sociaux une position militante et engagée pour une justice saine dans cette République. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que la RDC est entourée de petits pays. Ces petits pays-là regardent toujours la RDC. Et parfois ils sont déçus, les Congolais disent aux Congolais, mais qu'est-ce que vous faites? Je crois que nous avons une grande responsabilité de pouvoir changer l'Afrique, comme l'avait dit François Non. Hein? Nous ne pouvons... Congo est l'eau à ma casse, ça c'est vrai. J'ai voyagé beaucoup et j'ai l'occasion de le dire, l'eau à ma casse. Donc il faut que cela soit vraiment vrai, aussi dans la justice. Ici il y a beaucoup d'acteurs judiciaires. La justice n'a rien sans acteurs. Le professeur Yako l'a dit. Et donc assumons-nous, prenons courage, voyons comment ce qui gêne la justice peut être transformé. Nous, quand on a commencé la justice, en tout cas le barreau, je me rappelle qu'un jour, le bâtonnier Yoko Mangono m'a donné des frais pour remettre à un greffier. Mais comment je vais faire pour remettre les frais au greffier? Non, c'est le transport. Au greffier, pas au juge. Ça ne pouvait même pas passer à l'esprit d'aller voir un juge avec nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, la situation s'est beaucoup dégradée, mais je pense aussi que les hommes, nous sommes beaucoup dégradés. Et donc ressaisissons-nous et prenons en main notre justice, que ceux qui vont venir après trouvent une justice saine, comme nous au moins on l'avait trouvée. Voilà, je pense que c'est un peu ça le dernier mot que je peux vous adresser, le dernier mot de revoir. Je sais que Maître Carlos a amené beaucoup de canettes, c'est pas pour la direction de l'école, hein, c'est pour vous. Je pense qu'on va vous donner ça avant de prendre la route. Et Maître Carlos, merci beaucoup de continuer cette réflexion sans passion, mais avec sérieux et profondeur. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons, c'était un moment d'échange scientifique, bien entendu. La question était, on débattait sur la pratique des visas devant les cours et tribunaux congolais. Alors, il était question de savoir si c'est un mécanisme de contrôle ou un voile pudique de corruption. Et donc, après analyse,
nous sommes rendus compte qu'effectivement la pratique des visas présente certains avantages qu'il faudra tout de même capitaliser et aussi des désavantages. Alors, il a été démontré qu'au stade actuel, conformément à la législation en vigueur, la pratique des visas doit être supprimée parce qu'elle viole les dispositions de la Constitution, je parle de l'article 149-150, et aussi c'est une pratique qui viole le code d'éthique et de déontologie du magistrat à son article 4 qui proscrit, disons, la pratique des visas, c'est-à-dire le juge ne doit pas soumettre son projet de jugement au chef de juridiction pour obtenir le visa avant tout prononcer. Donc c'est une pratique qui viole le secret délibéré et dépendance du juge. Voilà. Et aussi, parlant des capitalisations des avantages, il a été démontré que la pratique des visas qui tend à obtenir l'encadrement ou la formation de jeunes magistrats qui arrivent dans la magistrature, l'unification de la jurisprudence, ce sont des points importants que les CSM ou le législateur peut également récupérer pour pouvoir utiliser ça autrement. Et nous avons proposé les cadres comme les cadres de plénière. Dans le plénière, ces questions-là peuvent être débattues sans pour autant que les juges soient soumis, n'est-ce pas, à proposer son jugement ou son projet de jugement au chef de juridiction qui n'a pas assisté au débat, qui n'a pas connaissance du dossier, mais on doit les soumettre parce qu'il veut imposer sa position au détriment de la position qui était retenue par la composition. Donc, en sortant d'ici, les propositions ont été faites, quitte au législateur peut-être d'en saisir l'opportunité et voir comment contribuer à la bonne administration de la justice. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, la pratique de visa est décriée par tous les acteurs et c'est une pratique qui constitue un mot de plus et qui affecte le fonctionnement de la justice dans notre pays. Pour attirer notre attention en tant qu'acteur de notre justice, c'est que c'est une pratique qui est instaurée mais qui n'est pas conforme à la loi. Et cela a attiré notre attention, il fallait s'y intéresser. Alors en essayant de descendre sur le terrain, discuter avec les différents acteurs, nous avons compris que c'est une pratique qui pose effectivement problème dans notre société. C'est une pratique qui viole plusieurs lois de la République et donc il fallait à tout prix faire des propositions. Parce que moi, je suis aujourd'hui tenté de vous dire que la pratique des visas constitue un voile pudique de la corruption. Donc cache la corruption derrière. Il y a la corruption derrière la pratique des visas. Je vous informe également que nous venons de publier un livre sur la débâcle du parc agro-indiciel de Boukarangozo. Nous analysons les différentes responsabilités et nous critiquons les choix de la justice pénale qui avaient été adoptés pour arriver au règlement de ces litiges. Donc vous pouvez nous suivre Droit et Finances Télévision. Merci.